Back to business, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juillet et si je dis back to business, c'est parce qu'on va revenir à ce qu'est notre pain quotidien, notre bonne vieille Ligue 1 McDonald's, le championnat de l'Hexagone, le championnat qu'on aime tant commenter et on va aller précisément du côté de Lyon puisque l'Olympique Lyonnais est sur le point de s'attirer les services de Loïs Openda, un dossier qui est extrêmement commenté, sur lequel j'ai un avis très tranché, vous allez le voir. On parlera également de Garnacho qui est un petit peu l'élément perdu de vue pour les non-suiveurs de Première Ligue et pourtant il y a des choses intéressantes à dire pour Garnacho. On évoquera la situation médicale de De Jong, mais j'en profiterai pour prendre un petit peu de hauteur parce que je commence à en avoir gros sur ce dossier. On parlera de Tsolis, recrue d'Arsenal, et puis on clôturera le journal en évoquant la prolongation de Luka Modric, absolument phénoménal. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Sa saison est un véritable naufrage, seulement 2 buts en toute une saison à la Juventus. Il a été pourtant acheté plus de 40 millions d'euros, même si je vous le concède, aujourd'hui avec 40 millions d'euros, t'as pas grand chose, il suffit de voir Monaco poser 30 millions d'euros pour recruter Matthijs Ablin. Reste que de mon côté, je ne perds pas espoir pour Openda, très loin de là, on l'annonce en accord avec l'Olympique Lyonnais, c'est notamment partagé par le journaliste Sacha Tavolieri et je considère que ça pourrait être une excellente chose pour les Lyonnais. Alors oui, une excellente chose parce que déjà on parle d'un prêt avec une option d'achat et dans ce qui est évoqué, il y a une grande partie du salaire d'Openda qui serait pris en compte par la Juventus, qui serait pris en charge par la vieille dame. Ça veut dire que financièrement, c'est une prise de risque extrêmement limitée pour l'Olympique Lyonnais. Il y a des dossiers dans lesquels tu vas et où tu sais que c'est un bourbier absolument monumental parce que tu t'engages sur un contrat de 5 ans, parce que le salaire est important, parce que le montant de transfert est colossal, mais ici concrètement, le mec qui vient chez toi pour se relancer, la Juventus n'est pas en position de force, c'est une véritable catastrophe industrielle ce recrutement. Tu sais qu'il a du talent, le salaire est pris en grande partie par le club propriétaire. Au pire, qu'est-ce qu'il arrive de ton côté? Le joueur va bider, mais t'as pas 40 000 options, le marché des numéros 9 il est extrêmement compliqué, et si vous considérez qu'Openda est un joueur cramé, j'ai envie de vous dire, regardez un petit peu sa carrière, il a fait de bonnes choses, oui à la Juventus c'était compliqué, mais il était bon aux Pays-Bas, il était bon à Lens, il était bon à Leipzig, et il a 26 ans, il peut se relancer, et puis surtout... finalement, quel nom vous voyez du côté de l'Olympique Lyonnais pour avoir un recrutement au poste de numéro 9 qui donne des garanties absolues? Il faut bricoler un petit peu du côté de la Ligue 1. La réalité de notre championnat, c'est ça, c'est qu'on n'a pas des moyens illimités. Et quand tu me dis que tu as un mec qui connaît le championnat français, quand tu me dis que tu as un mec qui a un certain talent, qui peut débarquer pour un frais relativement réduit du côté de l'OL, moi je me dis que c'est vraiment une piste intéressante. Alors peut-être que ça donnera un gigantesque bid, peut-être qu'il ne réussira pas à l'Olympique Lyonnais, mais ce sera pas la plus grosse catastrophe du mercato lyonnais si ça arrive. Et puis sur un malentendu, ça peut donner un joueur qui te fait une saison à 20 buts, et ça Dieu sait que normalement sur le marché des transferts c'est quelque chose qui se paie très cher. Openda s'est planté à la Juve, mais c'est ni le premier ni le dernier à se planter du côté du club italien. Affaire à suivre, mais moi j'ai l'impression que du côté de Lyon ça bosse plutôt bien. Garnacho à Chelsea, c'est terminé. Alors oui, il était à Chelsea, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous le voient encore du côté de Manchester United, mais il avait été transféré l'été dernier pour la modique somme de 46 millions d'euros. De toute façon, comme vous le voyez, c'est déjà fini. Il file à Aston Villa en prêt. Alors c'est un peu la spécialité d'Aston Villa, j'ai l'impression, de prendre du joueur avec une très très grosse hype en prêt pour essayer de les relancer. Il nous avait déjà fait le coup avec Marcus Rashford, ça avait donné des choses intéressantes, à la fois pour le joueur qui avait relancé sa carrière, mais aussi pour le club, et désormais ils font ça avec Garnacho. Alors Garnacho, il y a un fait notable dans son prêt, c'est qu'on annonce que ce serait un prêt avec une option d'achat qui pourrait devenir obligatoire à partir d'un certain nombre de matchs joués, et une option d'achat qui serait à 50 millions d'euros, ce qui permettrait à Chelsea de faire une plus-value sur cet achat. On a tendance à se moquer de Chelsea pour leur transfert absolument déraisonnable, mais souvent ils ont une belle capacité à vendre. D'un point de vue footballistique, moi j'aime pas trop ces clauses, parce qu'en fait ça amène des situations absolument cruelles où tu vas avoir Garnacho qui va être bon mais peut-être pas totalement convaincant et qui au bout de 19 matchs étrangement ne va plus disputer une minute de jeu parce que sa clause serait par exemple à 20 matchs et que s'il en jouait un supplémentaire ça enclencherait l'achat automatique, et ça crée des impasses qui sont finalement cruelles pour l'entraîneur qui a peut-être envie d'aligner le joueur mais qui peut pas parce que sa direction lui dit non on va pas lever l'option d'achat, et évidemment aussi pour le joueur qui se retrouve
retrouve dans des situations qui ne relèvent en rien du sportif et où il est un petit peu victime du foot business et des éléments contractuels. En attendant, Garnacho du côté d'Aston Villa, ça peut donner de bonnes choses. C'est un joueur qui a joué la saison passée avec Chelsea, qui a eu de bonnes statistiques également. Sur le graphique, vous pouvez voir que ça semble famélique côté but, mais attention, non, si on prend le reste des compétitions, il a planté 8 pions et non 1. Donc finalement, je suis curieux de voir ce que ça va donner sous Unai Emery. On a un club d'Aston Villa qui bouge beaucoup au cours de ce mercato estival, mais pas que de façon inintéressante. On s'en sortira jamais avec De Jong, je suis désolé mais c'est toujours la même histoire. On nous annonce donc une déchirure du ligament interne du genou droit pour le milieu néerlandais, ne l'attendait donc pas avant 2027 et c'est une nouvelle fois un recul dans la carrière du milieu de terrain. Moi je suis complètement blasé. Est-ce que vous vous souvenez de Jong à l'époque de l'Ajax? C'était un joueur absolument formidable, on l'annonçait comme le milieu de terrain qui allait marquer cette génération du football. Et il reste quoi désormais après cette saison au FC Barcelone? Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un excellent joueur de Jong, mais est-ce qu'il est fondamentalement à des années-lumière du joueur qu'il était à l'époque où il était aux Pays-Bas? Moi j'ai pas l'impression. C'est un joueur qui sort de 3 saisons à environ 2500 minutes de jeu, c'est famélique, il a des blessures, et la saison prochaine devrait être la 4e du style, avec cette blessure justement pour commencer la saison. Il a jamais su changer de dimension, même avec les Pays-Bas. Alors c'est un joueur qui a eu des blessures, c'est un joueur qui a évidemment d'énormes qualités dans un jeu de possession, il a une technique qui est formidable, mais c'est pas non plus l'athlète qui met le plus d'intensité dans les matchs, c'est pas un mec qui brille dans les duels aériens même s'il n'est pas petit. Il y a quand même pas mal de points de correction du côté de Jong et finalement du haut de ses 29 ans, tu te dis que sa carrière est bien avancée et que c'est peut-être pas maintenant qu'il va changer de dimension. Même du côté du Barça, il a joué la saison dernière, mais durant le sprint final de la saison, il a été concurrencé. Il y a plein de bons milieux de terrain du côté de Barcelone. Il va encore être absent un certain nombre de mois, donc je suis curieux de voir la place qui lui sera réservée au moment où il fera son retour. De Jong, c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'adore le voir évoluer sur les terrains, mais si je me place d'un côté historien du foot, mais aussi d'un côté mec qui a des attentes vis-à-vis de Barcelone, je suis un peu blasé et je me dis que ces années ressemblent de plus en plus à une très douce, mais quand même réelle climatisation. Arsenal n'est pas un club de pigeons, parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire, on commence à être habitué aux pigeons du côté de la Première Ligue, tous les clubs dégueulent de thunes, et donc c'est pas rare de constater qu'un transfert se fait à 3 fois la valorisation d'un joueur, parce que tous les clubs surenchérissent, et que ça donne des signatures à des montants qui sont complètement délirants. Sauf que là, Arsenal a mis le haut là, ils n'ont pas surenchéri sur certaines pistes extrêmement onéreuses, et au lieu de ça, ils ont été chercher du côté du club Bruges Zolis, un ailier extrêmement intéressant, de 24 ans, valorisé 40 millions d'euros et transféré pour 40 millions d'euros. Alors il compense le départ de Trossard parti du côté du Beşiktaş et Zolis, c'est un joueur dont j'avais régulièrement entendu parler, mais n'étant pas un suiveur du football belge, j'ai dû faire ma petite session de rattrapage hier soir et je dois vous avouer que je comprends pourquoi on m'en parlait en bien en fait, c'est un joueur qui est extrêmement prometteur. Alors déjà il signe 2 saisons absolument formidables en termes de statistiques, 19 buts et 24 passes décisives, excusez-moi du peu, mais il a surtout un grand réalisme avec une capacité à cadrer qui est assez hallucinante, c'est un profil assez complet de manière générale et je trouve qu'il est très intéressant en profondeur avec un très bon sens du but. C'est un joueur que je vois comme potentiellement extrêmement intéressant du côté d'Arsenal et il part pour seulement 40 millions d'euros parce qu'il est du côté de Club Bruges, parce que c'est un championnat considéré comme mineur, parce qu'il a encore besoin de prouver qu'il peut franchir une étape au plus haut niveau. Mais franchement, ça me semble être une bonne affaire. Alors oui, il faut voir s'il a les épaules pour Arsenal. Oui, je suis également curieux de le voir face à des blocs bas, parce que dans les situations que j'ai pu observer, les Belges qui le suivaient régulièrement m'excuseront si je suis passé à côté de quelques éléments, je vous laisse corriger, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui brille jamais autant que quand il a pas mal d'espace devant lui, quand il a de la profondeur à attaquer. Donc du côté d'Arsenal, face à des équipes qui te voient comme le grand favori, tu n'auras pas toujours ça. Mais vraiment, je vois le transfert d'un bon oeil et surtout, j'insiste sur un truc, Arsenal ne tombe pas dans la surenchère. Oui, ils sont capables de payer des joueurs extrêmement chers, mais en attendant, face à la folie que tu as du côté de la Première Ligue, je trouve qu'ils sont quand même plutôt bons gestionnaires.
Personnellement, je justifie ma médiocrité dans le sport par mon âge. Alors évidemment, je suis d'une mauvaise foi absolue, hein, parce que j'étais tout aussi mauvais il y a 10 ans. Mais par exemple, quand je fais une course, que je vois un mec de 20 ans me doubler, je me dis, bah c'est normal, j'ai 32 ans. Il y a 10 ans, je l'aurais complètement fumé, ce genou. Sauf que même ma mauvaise foi la plus crasseuse, la plus ancrée en moi comme un réflexe de défense, elle tombe en miettes face à un homme. Luka Modric. Luka Modric, il a 40 ans, il aura 41 ans à la reprise de la saison et il prolonge du côté du Milan. C'est absolument hallucinant. C'est hallucinant parce que vous allez me dire des joueurs de 41 ans qui jouent encore au football, ça s'est vu. Ouais, mais il y a deux trucs quand même hyper importants à préciser. Le premier, c'est que Luka Modric, il joue pas en MLS, il joue pas en Arabie Saoudite. Il joue pas dans un championnat exotique, il joue en Serie A, c'est un des 4 grands championnats, la compétitivité y est importante. Le deuxième point, c'est que Luka Modric, il n'est pas défenseur central, il n'est pas gardien de but, il n'est même pas un attaquant qui peut se permettre de camper dans la surface. C'est un milieu de terrain, et un milieu de terrain, c'est généralement un peu plus sollicité physiquement qu'un joueur qui évolue au poste que je vous ai précédemment décrit. Donc c'est un modèle de longévité. Et dernière chose, la petite cerise sur le gâteau, le bonus, c'est qu'il prolonge pas pour rien du côté du Milan. Il a fait une saison où il a beaucoup joué, il a disputé 2869 minutes de jeu, c'est plus que De Jong, il se blesse peu, mais ça c'est évidemment une autre qualité qu'on peut lui reconnaître, et Milan ils font pas dans le caritatif. S'il joue, c'est qu'il rend encore des services, la qualité technique elle disparaît pas du jour au lendemain. Pour qu'on se rende compte un peu de la longévité de Luka Modric, il a commencé sa carrière pro en 2003. C'est 4 ans avant la naissance de Yamal, c'est l'année où Bellingham est venu au monde et peut-être que même vous, vous n'étiez pas né à cette époque. Donc voilà, respect éternel Luka Modric, mais tu me déranges un peu, ça m'empêche d'être de mauvaise foi et ça me fait une excuse de moi pour ma médiocrité sportive. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je vais faire une vidéo un peu particulière entre guillemets parce que ce sera du gaming. Alors non, on va pas jouer à Football Manager, on va pas jouer à FIFA, mais il y a un jeu dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Destiny 11. Beaucoup de gens en parlent sur Twitter. Ça permet de simuler un petit peu la carrière d'un joueur avec des choix façon livre dont vous êtes le héros. C'est hyper marrant, ça me donne l'occasion de faire plein de vannes. J'ai fait quelques parties, je me suis éclaté, je me suis dit c'est obligé, il faut que je fasse ça en vidéo parce que ça donnera l'occasion de se marrer, de distribuer quelques petits punchlines et de faire des rappels à des carrières de joueurs bel et bien réels. Donc je pense que ça peut être super sympa comme prétexte pour partir sur plein de sujets. Donc rendez-vous cet après-midi pour la petite vidéo détente de la fin de la semaine, mais qui sera, je pense, hyper cool à regarder. En tout cas, ça sera hyper cool à tourner, je vous le dis. Rendez-vous aux alentours de 17h, kiffez bien votre week-end, salut.